Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Nous n'avons pas été très actifs sur YouTube avec Elodie ces derniers temps car nous sommes très occupés. Elodie est en train de tourner la formation Crayon de couleur, donc elle devrait sortir dans quelques mois. Donc ne vous impatientez pas, c'est normal, nous ne sommes pas morts, nous sommes bien là. Et je voulais aujourd'hui vous offrir un extrait de ma formation composition. Qu'est-ce que c'est que la composition? La composition, c'est l'art de guider le regard dans une image, dans une BD, dans une photo, ça peut être une page web, ça peut être n'importe quoi. La composition, c'est tous les principes qui vous permettent finalement de faciliter la tâche à l'observateur et de lui montrer le chemin, tout simplement. C'est mon élève Christian qui m'a mis la puce à l'oreille la dernière fois et qui m'a fait une piqûre de rappel concernant ce phénomène qui est la composition et qui est vraiment sous-évalué par la plupart des abonnés et des élèves. Donc, dans un premier temps, il me remercie pour la formation et il me dit qu'il n'a rien trouvé d'aussi complet concernant la composition sur le web en général, ce qui est pour moi, merci, un grand compliment. Mais ensuite, il me demande, ces notions de composition sont certainement la première clé de la réussite d'une image. Cela ne devrait-il pas être prioritaire dans l'apprentissage du dessin? Ensuite, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est « J'imagine un instant que si tous les étudiants des écoles d'art en France suivaient cette formation, cela leur épargnerait beaucoup de peine à la majorité d'entre eux. » La plupart des gens, je pense, se disent « Je préfère bien dessiner et après, adviendra que pourra. » Mais sincèrement, sans la composition, vous ne pouvez pas monter une illustration, vous ne pouvez pas raconter une histoire. En fait, la composition, c'est l'essence d'une image. Si cette leçon, par exemple, vous intéresse et que vous vous dites « Ah mais tiens, ce serait une bonne idée que justement j'apprenne ces connaissances-là », sans même connaître les bases du dessin, ça peut être une bonne idée pour vous passionner encore plus par l'image, parce que je pense que ces notions sont juste essentielles et ça va vous servir même quand vous regardez un film, vous allez pouvoir analyser au fur et à mesure les images, vous pouvez aller dans les musées, analyser les tableaux, prendre des notes, et je pense que c'est vraiment très intéressant et c'est pour moi passionnant en tout cas. Notez aussi que je vais offrir cette formation à la personne qui trouve la réponse à la question qui va apparaître dans cette vidéo. En effet, dans cette vidéo, vous allez voir pendant 1 centième de seconde une question complète qui traite d'un sujet sur mon blog. Si vous trouvez la réponse et si en commentaire vous êtes le premier ou la première à me donner la réponse, je vous offrirai cette formation composition. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Comme on l'a vu pour la théorie des couleurs, dans la composition même, il existe différents types de contrastes. Donc, les contrastes premiers qu'on peut voir dans une illustration, en général, c'est les contrastes de poids et de taille. Donc, le poids, on a déjà parlé de ça. Donc, suivant la nature de la forme du groupement tonal, si c'est un triangle, si c'est un carré, si c'est peu importe, en tout cas, suivant la forme et suivant la taille, ça va jouer. Et aussi, suivant le ton, si c'est plus foncé par rapport à un ton plus clair, etc. Donc il y aura toujours une comparaison de notre œil, il va toujours comparer entre ce qui est clair, ce qui est pointu, ce qui est rond, ce qui est... voilà. Donc je dis taille et poids pour bien incorporer les deux. Dans une même composition, on peut avoir une grosse part de blanc par exemple, hein. Imaginons qu'on ait un cadre blanc avec une scène à l'intérieur. Je prends un ton moyen ici, je en fais une colline par exemple. Imaginons que je prends cet exemple, je viens de dessiner une vignette rapidement ici. Imaginons qu'on ait un plan tonal qui ressemble à ça. C'est comme une espèce de, je sais pas, ça pourrait être le soleil avec une colline derrière et deux arbres par exemple ici. Ce qui se passe ici, c'est qu'on va reconnaître la nature de l'objet. Ici, si j'avais dessiné un rectangle à la place, un gros rectangle, il y aurait un contraste au niveau des formes ici, mais aussi un contraste au niveau de la taille. Si je commence à dessiner ça plus petit, il y aurait un contraste au niveau de la taille. Je créerais un rapport de force entre cette grosse forme ici et le rapport entre les tailles de ces objets-là par opposition ici, parce que ça crée comme une espèce d'axe de symétrie ici entre ces deux parties-là. Donc là, il y a comme un conflit maintenant, ou en tout cas comme un affrontement entre ces deux formes ici. Donc il faut tenir en compte du poids de l'objet, comme j'en ai déjà parlé, et de la taille de l'objet, qui va aussi jouer sur son poids évidemment. Il y a aussi les contours. Les contours sont très 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 importants parce que ils vont faire en sorte que si les contours sont nets, on va avoir notre œil qui est déjà attiré, le contraste va être fort, donc on va
nous on est attiré par la netteté, hein, je veux dire quand on fait la netteté quand on fait le focus sur un élément d'une scène avec un appareil photo ou notre œil, c'est cette netteté-là qui nous permet de visualiser, de lire, de bien déterminer la forme dans l'espace. Tandis que tout ce qui est contour mou, contour doux, ça va faire reculer notre regard. En fait, ça va nous permettre d'aller ailleurs. On va pas ne pas le remarquer, on va juste passer à autre chose. Et c'est souvent des éléments qui vont passer en arrière. Et tout ce qui est net va passer en avant de notre œil. Donc un troisième élément, c'est la lumière. La lumière, vous connaissez. Si je mets plusieurs plans les uns par-dessus les autres ici, un plan clair sur un plan sombre, sur un plan moyen ici, on va avoir notre œil qui est guidé directement dans ce dégradé-là de forme. Et l'œil est très guidé par les contrastes de tonaux. Donc déjà ce qu'on a vu dans d'autres leçons, mais c'est un des contrastes les plus visibles dans une illustration. C'est ce qui va guider en général le plus notre œil. Actif versus passif, donc ça c'est vraiment quand imaginons que prends un exemple, hein, n'importe quel exemple, on va voir des peintures de maître un petit peu plus tard ici, mais dans un cadre ici, je vais par exemple poser une valeur, je ne sais pas, une valeur de gris sombre ici, où il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, mais imaginons qu'il se passe plein de choses ici. On va avoir une autre zone ici, je ne sais pas, ça peut être un gris moyen ici, où il se passe absolument rien. C'est sûr que cette zone-là sera beaucoup plus active dans l'essence, dans les motifs, dans la texture, que celle-ci ici, où il se passe rien, qui est décontrastée par rapport au fond. Voilà, donc c'est ça que j'appelle actif-passif. C'est vraiment ce qui arrive, l'activité qu'il y a visuelle dans les groupements de formes, les groupements tonaux. La saturation de la couleur aussi va y jouer. La saturation de la couleur, c'est la teneur en teinte d'une couleur. Donc ici, cette couleur-là est plus saturée que cette couleur-là. Ça va aussi créer un contraste de température et je l'ai rajouté ici, mais on l'a vu aussi dans la théorie des couleurs, le contraste de température entre les valeurs chaudes et froides. Encore une fois, rappelez-vous que si je prends ce bleu-là, par exemple, et si je désature ce bleu, il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de la roue chromatique et de choisir quelque chose d'orange ou de rouge pour montrer que cette couleur-là est plutôt froide. Il y a juste à désaturer, en fait. On se rend très vite compte qu'en désaturant la couleur, comme je vais le faire ici, prendre cette couleur-là, je désature, et regardez ce qui se passe. Automatiquement, à la lecture, on saura que cette couleur-là est plus froide. Et pareil pour les couleurs chaudes, mais ça va faire exactement l'opposé. C'est-à-dire que si on désature la couleur va paraître plus froide. Contrairement à la couleur bleue, où si je devais continuer un petit peu plus loin dans la désaturation ici, vous allez voir que le gris coloré est plus chaud que ce bleu-là. Tandis que pour une couleur rouge ou orange ou parfois même le jaune, on peut avoir cet effet-là où quand on désature vraiment la couleur, elle va paraître légèrement plus froide. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le monde des couleurs. Je vous laisse revoir la formation sur la théorie des couleurs. Et nous, on va prendre quelques exemples pour illustrer ce type de contraste. Voyons quelques exemples maintenant de ces différents types de contrastes sur des peintures de maître. Donc ici, il s'agit d'une peinture de Edmund Charles Tarbell qui fonctionne vraiment parfaitement bien dans la répétition. Regardez cette ligne ici. Et qu'est-ce qui joue aussi, c'est cette courbe ici par rapport à cette répétition de forme dans l'espace. Donc ça, c'est la principale chose qu'on peut remarquer quand on analyse cette composition, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui nous aide là-dedans? C'est aussi les contrastes. Donc ici, cette forme claire sur cette forme foncée ici, plutôt rectangulaire, par rapport à cette forme circulaire ici. Cette forme circulaire par rapport à ces espèces de triangles déformés ici, qui se répètent dans l'espace. Aussi par rapport à cette ligne-là, cette espèce de barre derrière. Puis aussi par rapport au reflet aussi qui nous ramène vers le centre de l'image. Donc les contours, ici, regardez le contour comme il commence à être un petit peu plus faible qu'ici, qui est vraiment, vraiment fort. Et là, avec la texture, on remarque un tout petit peu moins le contour. Et plus on s'éloigne là-bas, et plus les contours sont moins définis. Ce qui paraît normal parce qu'il y a une perspective atmosphérique. Quelles sont les zones passives, quelles sont les zones actives? Cette zone est relativement active dans le sens où il y a pas mal de choses qui s'y passent, mais la variété des vagues n'est pas si intense que ça. Je dirais que cette zone est bien plus active ici, dans les mouvements. Et c'est cette zone-là qui va nous
finalement nous guider un petit peu plus l'œil. Donc on est souvent attiré par des choses actives. En fait, c'est souvent le contraste qui nous attire l'œil. Donc entre cette zone-là qui est relativement passive et cette zone-là qui est relativement active, plus les motifs qui ont tendance à remonter sur la robe ici, c'est sûr on va être plus attiré ici. Cette zone-là est relativement active, mais comme elle est un petit peu décontrastée par rapport au reste, au niveau de la lumière, on a moins l'intention de regarder. Ici, on a plus tendance à regarder cette zone ici, en réalité. Puis on descend sur le bras ici pour arriver finalement sur l'activité de la jeune fille. Donc c'est assez intéressant. Au niveau de la saturation, dans les bleus, on va vraiment avoir plus de saturation en arrière-plan ici, et on est un petit peu plus clair en avant-plan ici. Mais c'est la température qui va venir sauver un petit peu le tout en avant-plan. Donc ces rapports de température entre des valeurs chaudes et des valeurs froides, déjà d'une, on a une transition dans les tons moyens et un petit peu désaturé, puis on arrive vraiment à quelque chose de froid en fait derrière, et plus on s'éloigne ici et plus on est froid, et c'est cette ligne là qui va nous arrêter le regard, c'est ce contraste là qui va nous arrêter le regard, et on va repartir dans la scène ici pour recontinuer au niveau du bras ici et arriver à la tête de la jeune fille. Donc ça c'est une illustration de Frank Dixie que j'aime vraiment beaucoup dans la gestion de la lumière, mais aussi dans la façon dont les différents types de contrastes sont bien couplés entre eux. Donc concernant le poids de certains objets, ici, c'est surtout en fait ce groupement là, ici qui a le plus de poids, et ce groupement ici là qui aura le plus de poids. Tous ces groupements là auront du poids sur la condition de cette femme, et ce poids là sur l'interrogation en fait. On ne sait pas trop si cette personne est triste, pensive. On ne sait pas trop parce qu'on ne voit pas exactement. On dirait que c'est plus de la curiosité, ou c'est plus si il est à l'écoute, parce qu'on ne sait pas si cette personne finalement est décédée ou pas, bien que la lumière nous montre que c'est en train de, c'est en train de se passer là, parce que symboliquement on voit ce contour en fait. Donc il y a un contraste vraiment dans les contours de forme ici, et dans la gestion de la lumière. Ici vous voyez qu'on a presque des bords perdus ici. Ici la lumière s'éteint rapidement, donc ça crée des contours et des bords perdus. Ici aussi des bords perdus. Là derrière aussi des bords perdus, donc c'est sûr qu'on est plus attiré par là. Là il y a une toute petite tache de lumière ici qui est bizarrement bien placée parce qu'elle montre qu'il y a quand même une chaise qui soutient ce monsieur. Peut-être que je l'aurais un tout petit peu moins montré, mais je pense que cette pointe là de lumière vient quand même, comme c'est une pointe très forte de lumière, un reflet finalement. Je trouve que ça vient bien contrecarrer ce poids ici, cette clarté ici, avec ces deux formes ici. Donc celle-ci vient compenser finalement ces deux formes-là. Ou en tout cas, cette petite forme-là joue avec celle-ci pour compenser cette grosse tache de lumière-là. Donc c'est assez intéressant comme approche. Au niveau de l'activité, donc ici, il y a pas mal finalement d'activités, mais on est assez décontrasté, donc on va pas forcément regarder cette partie-là. On va beaucoup regarder finalement les petits plis ici, qui vont dans tous les sens ici, et qui finalement se ramènent vers la tête, qui amènent la lecture, qui amènent l'œil de l'observateur vers cette expression ici. Parce qu'on peut se demander, avec l'expression de la passivité de ses mains ici, savoir ce qui va se passer, et heureusement que c'est compensé par l'activité qu'il y a dans les drapés, et c'est assez intéressant. Il y a pas mal d'activités aussi sur ce visage, regardez le contraste ici dans les formes, au niveau des plis, au niveau des ridules, ça joue aussi, et aussi les cheveux. Ça joue aussi sur l'activité de ce visage, et évidemment, c'est couplé avec des plis dans les vêtements. Il y a des plis aussi en avant-plan, mais ils sont bien moindres, et c'est quelque chose c'est plutôt le ton ici, le groupement de tons qui va nous ramener de ce côté-ci de l'image. Donc c'est vraiment vraiment intéressant comment ça a été fait. Au niveau de la saturation des couleurs, c'est plus saturé dans les lumières ici de ce côté-là, et c'est aussi au niveau de la température, c'est aussi plus chaud de ce côté-là et un petit peu plus froid en haut ici, ce qui contraste bien entre la vie ici et la mort finalement, parce que c'est on va dire que c'est cette lumière qui amène vers le symbole de la mort. C'est la gestion de la lumière et de cette ombre portée qui est plutôt dure, mais
sur la tunique, là, c'est traité de façon très 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 douce. Donc, on a vraiment un symbole fort ici. Ce qui est sûr ici, c'est qu'il joue sur la saturation des couleurs. Regardez là, ici, la saturation des couleurs qui est vraiment très forte. Je commence par ça parce que c'est ce qui me choque le plus en fait. Il joue vraiment bien sur cette saturation-là. Il joue aussi sur la température par rapport par exemple ici par rapport à ici. Et aussi les couleurs locales pardon, des éléments qu'il y a sur les oiseaux ici. Et la variété, regardez la variété de couleurs qu'il y a. Et tout reste bien uni. Donc ça veut dire qu'il a vraiment bien fait son job là. Il y a vraiment un gros travail de variété et à la fois de répétition parce que les oiseaux sont là pour la répétition, mais ils sont variés. Et c'est vraiment bien. Au niveau du poids, c'est sûr qu'au niveau de la taille et du poids, on a différentes tailles ici de plans tonaux ici qui jouent, mais c'est pas ce qui choque le plus. Donc au niveau des contours, regardez comme là c'est tout doux, et regardez comme là c'est relativement dur, là c'est relativement dur, là on revient sur des choses un petit peu plus douces ici, un tout petit peu plus douces par ici, et un petit peu plus décontrastées derrière ici, et relativement plus douces dans les contours secondaires. Donc au niveau de l'activité, il y a beaucoup d'activité qui se fait ici, beaucoup d'activité là, tout autour. Donc là l'activité, on peut voir par rapport à ces zones-là, qui sont pas très actives, ces zones-là qui sont pas très actives. Même, je dirais, cette zone-là est pas très active non plus. Dans les ombres aussi, c'est pas très actif. Mais ce qui est actif, là, c'est le long de la robe, ici, très actif, pour arriver finalement à une zone très très active ici. Là, on voit presque le mouvement des oiseaux. Et cette partie-là est relativement active dans les textures. Mais le fait est qu'elle se répète beaucoup, cette texture. Donc, au bout d'un moment, on n'y fait plus attention. Ce qu'on va chercher, c'est la rareté de la texture. Et comme la peau est très très lisse ici, comme la peau est très très lisse, c'est la rareté en fait. C'est la rareté, ça devient la rareté, donc on est forcé de regarder par ici. Et donc au niveau de la saturation, comme je vous disais, la saturation est très forte ici sur le visage ici, un petit peu moins dans les ombres ici, et c'est un petit peu plus froid dans les ombres ici, donc on aura tendance à regarder un petit peu plus par ici. Donc c'est vraiment une magnifique combinaison de tout ce qu'on peut faire en termes de contraste ici. Une très belle peinture de Georges Picard, regardez les contours. C'est ce qui me choque le plus ici, ce qui me choque le plus, ce qui me fait dire que c'est magnifique en fait, la gestion des contours ici. Regardez comme rares sont les contours très 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 nets, à part dans certains reflets, certaines choses qui se passent ici en arrière-plan, comme la lumière ici, comme les contours de certains arbres, et la silhouette ici au niveau du visage, là. Au niveau du bras aussi, mais regardez toutes les toiles ici, comme les contours sont vraiment doux, on a l'impression de toucher du coton, et aussi, regardez, là comme c'est doux, là comme c'est doux. Même cette espèce de... Il y a comme une radiance, là, comment on appelle ça, une luminosité par-dessus la luminosité, là, c'est un espèce d'effet de surexposition qui va irradier autour. Donc c'est vraiment bien fait, et c'est vraiment la gestion en fait des contours qui va faire toute la différence. Évidemment, il y a un contraste de taille et de poids entre les différents éléments. Évidemment qu'il y a un groupement, les valeurs moyennes qui sont ici, et les valeurs très claires. Donc c'est vraiment intéressant comme lecture. Une belle lecture comme ça en spirale, de ce côté-là une belle lecture comme ça, on est obligé d'aller vers là. Et là aussi, vous avez vu cette espèce de petit patch de lumière ici qui revient de façon gravitationnelle, qui revient vers la gauche ici. Je trouve ça vraiment, vraiment sympathique comme illustration. Et tous ces effets de texture qui viennent rajouter à l'activité de certaines parties de l'image. Donc là, j'imagine que ça, c'est le reflet de la photo, hein. C'était pas... Au départ, à mon avis, c'était juste de l'empattement, et le flash de la photo a dû créer cette espèce de parasite en dessous. Mais dans la lumière ici, c'est, je pense, ce qui est vraiment réel, c'est tous ces petits patchs de lumière là. Là, c'est des patchs réels pour moi, là, ça l'est moins. Donc à mon avis, cette zone était moins active. Donc l'activité se fait ici, en fait, dans les petits patchs de lumière, sur les écorces, et toutes ces petites textures qui viennent au final former un cercle pour encore mieux regarder le sujet principal. Donc c'est vraiment un travail de prodige.
Donc une image de Laurence Alma. Qu'est-ce qui me choque dans cette image, enfin qu'est-ce qui me saute aux yeux, c'est l'activité cette fois-ci. Donc dans les formes, il y a des choses intéressantes, c'est sûr. Dans la lumière, c'est très diffus, donc il n'y a pas vraiment de gros plans tonaux qui se superposent les uns les autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de patchs de lumière. C'est très peu contrasté comme image. Par contre, l'activité, regardez l'activité qu'il y a ici, et on va dire que ça ajoute de la rareté à cette scène, ces petits pétales ici, par rapport au reste où il n'y a vraiment rien qui se passe. Donc tout est passif ici, là c'est actif. Et bien sûr que les formes y jouent, bien sûr que ce personnage-là est très clair et il y joue, c'est sûr. Mais ce qui me saute aux yeux, moi, c'est vraiment cette activité dans les pétales, et là où les pétales en fait amènent le regard, qui est ce visage-là, qui est le seul d'ailleurs, qui a les yeux ouverts. L'autre, on sent que l'autre personnage est en train de regarder en bas, donc on a l'impression qu'il a les yeux fermés, mais moi je trouve ça assez génial comme illustration, et c'est relativement paisible avec toutes ces horizontales ici, ça donne vraiment ce petit côté paisible qu'on aime bien quand on se détend, au bord de la mer en plus, ça c'est de la chance. Même chose pour les portraits, on peut vraiment jouer sur les contours ici, donc regardez la gestion des contours ici, regardez comme les contours sont doux ici autour par rapport à ces contours-là, par rapport à ces contours-là au niveau de la main qui va être très expressive. Regardez cette petite pince ici, c'est magnifiquement fait. Et là, regardez, on a presque un bord perdu ici. On a des contrastes tonaux, évidemment, on a des contrastes de lumière, mais c'est pas ce qui choque le plus, c'est la gestion des contours ici qui choque le plus, qui va chercher nos yeux, et aussi les formes, bien sûr, les groupements tonaux ici, donc le groupement clair, le groupement moyen autour ici, et le fond derrière qui est relativement sombre ici. Donc la règle des 60-30-10 s'applique aussi là-dessus, et c'est vraiment bien fait, et regardez la qualité du rendu, c'est incroyable. Je peux zoomer sur l'image qui est en très bonne qualité. Regardez ça, la qualité, regardez la netteté ici, juste là, et regardez comme ça se fond dans la masse ici, avec ce petit voile, c'est vraiment magnifique. Donc un très bon rapport, aussi de saturation ici, pas mal de saturation ici, des couleurs un petit peu plus froides dans le fond, qui contrastent avec la couleur de la robe et la couleur de la transparence de la peau ici. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de variété aussi dans ce bijou ici, qui ramène le regard en haut, avec cette courbe qui est bien distincte ici. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre pour moi. Une illustration de Robert McGuinness, que j'adore, hein. C'est un auteur relativement contemporain, je dirais, mais j'ai choisi cet exemple-là, je le trouve magnifique. Regardez l'activité qu'il y a dans ce plan-là. Et pourtant, les rapports tonaux ne sont pas si forts que ça, les rapports de lumière ne sont pas si forts que ça, mais là, c'est tout dans l'activité des motifs. Et regardez cette activité ici qu'il y a ici. Regardez ça. Donc il y a aussi beaucoup de variété dans les formes, dans les couleurs, et ça va nous ramener vers une zone qui est un peu moins active, un peu plus petite d'ailleurs aussi, qui est rare hein, d'ailleurs, mais ça reste un point focal ici. Ça reste un point focal aussi qui est, on va dire, un peu plus mis en valeur avec cette zone qui est relativement passive dans les motifs, mais pas passive dans la saturation. Et vraiment très intéressant, les couleurs employées, c'est assez... Ça tient presque de l'abstrait ici, mais j'adore les textures aussi, la recherche dans les textures. C'est très bien composé, c'est vraiment bien fait. J'adore ce genre finalement d'illustration semi-abstraite, même si ça représente des choses, des éléments figuratifs. J'adore aussi la vision de l'auteur et sa façon d'amener le regard, qui est assez spéciale. Hein. C'est sûr que c'est assez contemporain. Là, c'est plus 1970. Et on sent qu'il y a plus une modernité dans l'image, on sent il y a de la recherche abstraite, et je pense que c'est ce mélange de recherche abstraite et de recherche figurative qui est à la mode en ce moment. Donc pour ceux qui connaissent par exemple Sergio Topi, c'est le meilleur exemple en dessin qui me vient à l'esprit. Sergio Topi qui faisait des ancrages absolument incroyables. Ça me fait un peu penser à ça, mais là en mode peinture. Voilà, j'espère que cet extrait vous a plu. Si vous avez trouvé la réponse à ma question, mettez-le rapidement en commentaire. Donc, encore une fois, je vous répète, si vous n'avez pas regardé l'introduction de cette vidéo,
il y avait une petite question qui apparaît pendant 1 centième de seconde dans cette vidéo et c'est une question qui a un rapport avec mon blog. Donc allez trouver cette réponse sur mon blog et si vous connaissez mon travail, peut-être que vous connaissez déjà la réponse. En tout cas, je vous conseille d'aller chercher sur mon blog et de trouver la réponse. Et le premier ou la première qui écrira la bonne réponse en commentaire pourra gagner la formation composition. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de grosses bises à tous. À bientôt.